Bonjour, le cours d'aujourd'hui, donc, il s'agit de biophysique de l'audition. Dans sa première partie, on va entamer le signal physique, c'est-à-dire les caractéristiques du signal physique sonore et les paramètres énergétiques de ce signal sonore. L'audition correspond à la chaîne de mesure d'un signal physique particulier. Ce signal physique est appelé signal sonore. On va premièrement définir les caractéristiques de ce message avant d'étudier le recueil, le cheminement et le traitement au long de la chaîne auditive de ce signal sonore. Premièrement, le signal physique d'audition. Les ondes sonores par définition sont des ondes élastiques qui ne peuvent se propager de proche en proche que dans un milieu matériel élastique qui peut être solide, liquide ou gazeux. C'est-à-dire, sans la présence de ce milieu de propagation élastique, on ne peut pas avoir la propagation d'une onde sonore. Par exemple, dans l'espace, vu l'absence de ce matériel élastique donc, qui va acheminer cette onde sonore, donc on ne perçoit pas de son dans l'espace. L'onde acoustique est caractérisée par le mouvement des particules qui constituent le milieu de propagation dans une direction dite direction de propagation de l'onde sonore. C'est une onde longitudinale, ce qui signifie que le déplacement des particules se fait parallèlement à la direction de propagation. Et on doit comprendre trois concepts dans la physique des ondes sonores. Premièrement, le mouvement des particules du milieu matériel, c'est-à-dire le milieu de propagation, les variations locales de la pression au niveau du milieu de propagation, et troisièmement, ce qu'on appelle la célérité ou la vitesse de l'onde de pression acoustique. Premièrement, le déplacement des particules du milieu de propagation est longitudinal et périodique. Si on en prend un axe parallèle à la direction de propagation, une particule qui occupe au repos une position X, c'est-à-dire au temps T0, elle occupera sous l'effet de l'onde sonore une position qui varie dans le temps. Le déplacement de la particule à l'instant T est appelé élongation, énoncé U, et dépend a priori de X et de T. Et donc, à la position T, à l'instant T, la position de la particule est égale X plus élongation. Et donc, la fonction U a une période T, une fréquence nu qui est égale à l'inverse de la période. On voit dans cette image explicative une onde sonore générée par un diapason. Et on voit dans la première image les images de compression et expansion des molécules d'air produites par les vibrations du diapason. Dans la deuxième image, on voit une image schématique d'une onde sonore avec son amplitude. Dans la deuxième onde, il s'agit d'une onde qui a la même fréquence que la première, mais avec une amplitude qui double. Par contre, dans la dernière onde, on voit bien qu'elle a la même fréquence que la première, plutôt le double de la fréquence que la première, avec la même amplitude que la première. Les variations de la pression locale. Donc les déplacements des particules sont progressivement déphasés, d'où il résulte qu'elles se rapprochent et s'éloignent alternativement, de même que toutes les particules intermédiaires. Il en résulte une oscillation de la pression locale autour de la pression au repos. Donc on a une variation de la pression au repos. On appelle pression acoustique notée P, et elle est exprimée en Pascal, la surpression, soit positive ou négative, ajoutée par l'onde sonore à la pression de repos. Cette pression de repos, c'est la pression barométrique. Elle est environ de 10 puissance 5 Pascal, ou peut-être la pression des tissus. La pression acoustique audible, c'est-à-dire perçue par l'être humain, elle est généralement petite devant la pression atmosphérique. Elle est égale à 10 puissance moins 5 à 20 Pascal. Mais elle peut varier dans un rapport considérable, 10 puissance 6. Donc on voit bien que l'intervalle de variation, il est important et va de 10 puissance 6. D'où l'intérêt d'une échelle logarithmique de mesure, et on va voir ça dans la suite.
La célérité de l'onde sonore, elle dépend du coefficient de compressibilité adiabatique, noté X, donc d'autant plus grand que le milieu est plus compressible. Et deuxième élément, donc c'est la masse volumique du milieu de propagation. Et donc la célérité est égale à l'inverse de la racine carrée donc du produit compressibilité adiabatique et la masse volumique du milieu de propagation. Et ce paramètre, c'est-à-dire la célérité, croît avec la température absolue. Comme toute onde, elle est caractérisée par une longueur, c'est-à-dire c'est la distance spatiale séparant deux points dont les élongations ou les pressions acoustiques sont en phase, est appelée longueur d'onde sonore et est notée lambda, c'est-à-dire c'est la distance qui sépare les deux sommets. Et elle est égale à la célérité divisée par la fréquence. L'impédance acoustique. L'impédance acoustique est une propriété fondamentale du milieu de propagation. Elle est définie comme le rapport de pression acoustique à la vitesse de déplacement des particules. Elle est notée Z. Et elle présente ce qu'on appelle le paramètre de résistance du milieu de propagation à la propagation des ondes sonores. Elle est égale donc à la pression acoustique divisée par la vitesse des particules. La vitesse des particules et non pas la vitesse de l'onde sonore. L'impédance acoustique, donc elle représente, comme on a dit, la résistance du milieu matériel à la propagation des ondes sonores. Plus l'impédance acoustique est élevée, plus la variation de pression acoustique doit être grande pour obtenir un déplacement équivalent des particules. L'impédance acoustique est égale au produit donc de la masse volumique par la célérité. Et elle a comme unité le rail. Maintenant, les paramètres énergétiques. On va commencer par le premier paramètre, ce qu'on appelle la puissance acoustique surfacique. Elle est définie comme la puissance instantanée qui traverse une unité de surface. Et elle est égale au produit de la pression acoustique par la vitesse de déplacement des particules. Elle est notée J et elle s'exprime en watts par mètre carré. Donc, G est égal à la pression acoustique fois la vitesse de déplacement des particules. Et on sait que la vitesse de déplacement des particules, elle est égale à la pression acoustique divisée par l'impédance acoustique. Et donc, on a G qui est égal le carré de la pression acoustique divisé par l'impédance acoustique. Mais c'est un paramètre qui est incomplet. Pourquoi incomplet? Parce qu'on n'a pas idée sur les variations pendant un temps donné. Et donc, on a élaboré un deuxième paramètre qu'on appelle intensité acoustique. Intensité acoustique de l'onde sonore, notée I, elle s'exprime également en watts par mètre carré. Et elle est définie comme la moyenne de la puissance acoustique surfacique sur une période donnée. C'est donc la puissance moyenne à travers une unité de surface. Et elle est égale au carré de la pression acoustique divisé par le double de l'impédance acoustique. Pour un son pur d'intensité acoustique I donné, se propageant dans un milieu donné avec un Z fixe, c'est-à-dire non variable, l'amplitude du déplacement A est inversement proportionnelle à la fréquence. Donc elle est donc maximale pour les sons de fréquence basse, c'est-à-dire les sons graves. Concernant l'intensité sonore, comme la pression acoustique, elle peut varier dans un rapport de 10 puissance 6. L'intensité acoustique, par ailleurs, peut varier dans un rapport de 10 puissance 12. Donc, on a des intervalles qui sont très importants. Et donc, on a une échelle très importante de variation. Donc, ce grand domaine justifie l'utilisation d'une échelle logarithmique. On exprime en général le niveau d'intensité acoustique en prenant pour référence une intensité particulière, notée I0. Donc, pour déterminer cette échelle logarithmique, on est obligé de mettre une intensité de référence. Et cette intensité de référence a été définie par l'American Standard Association comme étant l'énergie d'un son pur de 1000 Hz, juste audible pour un observateur moyen. Et comme chiffre, elle est égale à 10
puissance moins 12 watts par mètre carré. Donc, pour mettre en place cette échelle logarithmique, on est obligé de mettre en place tout d'abord ce qu'on appelle intensité de référence. Cette intensité de référence a été définie par l'American Standard Association comme l'intensité 0 qui est égale 10 moins puissance moins 12 watts par mètre carré qui correspond à l'énergie d'un son pur de 1000 S juste au début pour un observateur moyen. Et donc, l'intensité sonore notée S est égale à 10 fois le logarithme décimal de l'intensité sonore déterminée ou l'intensité sonore observée divisé par l'intensité sonore de référence. Attention, il s'agit d'un logarithme décimal. Donc, l'intensité sonore S, elle s'exprime en décibels. Et on a un étendue de son audible qui va environ de 0 décibels à 120 décibels. On voit bien qu'on a passé d'une échelle de 10 avec un rapport de 10 points puissance 6 pour l'intensité acoustique à un autre rapport échelle, c'est-à-dire de rapport de 10 puissance 12, et grâce à cette échelle logarithmique, on a réduit cet intervalle de variation de 0 jusqu'à 120 décibels. Donc, on va bien gérer l'information, c'est-à-dire les sensations audibles. Les sons moins intenses ne sont pas perçus, et les sons plus intenses sont douloureux et susceptibles d'endommager le système auditif. À titre d'exemple, la conversation courante essentielle pour les rapports sociaux couvre une gamme de fréquences entre 125 et 4000 Hz. Mais pour des interlocuteurs courtois placés à quelques mètres, si on change la façon d'exprimer les choses, c'est-à-dire au lieu de parler de fréquence, on va parler d'intensité, et là, les intensités sonores, elles vont de 45 à 65 décibels, c'est-à-dire dans une variation combien de 20 décibels. Merci pour votre attention.